Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire où on va parler élevage de mâles. L'idée, c'est de voir un peu l'intérêt d'élever des mâles et comment on fait pour élever des mâles dans de bonnes conditions pour sécuriser les fécondations sur vos exploitations. Donc aujourd'hui, le programme qu'on va détailler pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est d'abord pourquoi faire des mâles, quelles sont les conditions dans lesquelles on aura besoin de produire des mâles sur son exploitation. On va parler un peu de génétique et de sélection pour savoir quel reproducteur on va utiliser dans ce cadre-là, et puis quelle souche, enfin quelle colonie on va utiliser pour produire des mâles. La différence entre ruche à mâle et banque à mâle, donc un petit point vocabulaire, et puis voir comment on produit ces banques à mâles, à partir de quelle ruche à mâle et quelles conditions on va réunir pour qu'on ait des mâles de qualité et de quantité, et en quantité. Et enfin, on va parler environnement et pathologie, et on va voir les facteurs d'impact sur les qualités des mâles et que l'on va retrouver dans nos colonies, et quels sont les points où il faut faire extrêmement attention pour éviter de perdre en qualité sur les mâles que l'on va élever. Alors d'abord, des mâles, pourquoi faire? D'abord, ça va sécuriser la fécondation des reines dans nos colonies, donc que ce soit lorsqu'on fait de la production d'essaims, quand on fait de la production de reines fécondées, pour la vente ou pour développer son cheptel ou pour maintenir son cheptel. Donc ça va permettre de sécuriser les fécondations en quantité et en qualité, notamment à des périodes où on va avoir un manque de disponibilité des faux bourdons dans l'environnement. Et en sélection, bien sûr, ça va permettre de contrôler les accouplements. Donc, la sélection, c'est quoi? C'est l'autorisation de reproduction des individus. Du coup, on va autoriser certaines lignées qui nous paraissent intéressantes à être utilisées en bois mâle. Donc, on va favoriser la production de mâles dans certaines colonies pour pouvoir les utiliser dans le contrôle de nos accouplements. Donc ça va permettre un progrès génétique plus rapide et un travail sur pédigré, puisque lorsque l'on contrôle les accouplements, on sait quels sont les reproducteurs. Du coup, on peut utiliser des pédigrés, nommer les parents, les ascendants des individus que l'on va utiliser en sélection génétique. Voilà. Donc, sécuriser les fécondations en quantité. La littérature nous dit que pour féconder une reine, on a besoin dans la nature d'environ 10 à 15 mâles matures. J'insiste sur mature parce que c'est important. Les mâles qui seront immatures ne seront pas utiles dans la fécondation. Ils n'arriveront pas à féconder les reines. Donc, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de mâles si on n'a pas de qualité dans les mâles que l'on va fournir à nos reines pour les faire féconder. Un petit exemple issu de la littérature, vous avez l'évolution de la qualité des mâles en fait en fonction de la saison. Donc là, on est dans un environnement canadien, québécois exactement. Et on voit qu'il y a une étude qui a été faite sur la qualité de la semence, c'est-à-dire la proportion de mâles qui sont matures dans certaines ruches qui ont été élevées pour ça. Et vous avez aussi le nombre de mâles que l'on va retrouver à l'émergence à chaque fois pour chacune des périodes qui ont été étudiées. Là, on est tard en saison puisqu'on est au Québec, donc on a une saison qui est décalée. Donc on voit que le nombre de mâles matures en tout début de saison, il est beaucoup plus faible que ce qu'on va retrouver plus tard dans la saison. C'est-à-dire qu'on est à 25% de mâles matures avec des mâles qui ont été élevés au 1er mai. Et puis on va avancer dans la saison et puis on va avoir une augmentation du nombre de mâles qui vont être matures, de la proportion de mâles qui vont être matures dans les élevages de mâles que l'on va faire. Donc on voit bien qu'on a un effet environnemental. Cette période, c'est la période de l'essaimage, c'est là où l'instinct des abeilles font qu'elles vont se reproduire et elles produisent des mâles en conséquence. Donc il est normal de retrouver des mâles qui soient plus matures à la période de l'essaimage que très tôt en saison. Et du coup, on va avoir des périodes qui sont moins favorables à la fécondation de nos reines, puisque moins de mâles de qualité dans l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on va choisir des moments dans la saison pour favoriser la production de reines et la fécondation des reines. Et si jamais on souhaite sortir de ces zones préférentielles, il va falloir élever des mâles pour sécuriser la fécondation de nos reines, notamment quand on fait des lots de reines importants pour avoir suffisamment de quantité
sur 2 mâles pour féconder les reines, surtout à ces périodes qui sont un peu plus compliquées en termes de présence de mâles dans l'environnement. On voit également qu'on a un effet de l'âge des mâles sur la proportion de maturité. Plus on a les mâles qui vont vieillir, qui vont être tard après l'émergence, et plus on va avoir une proportion de mâles qui sont matures. Bien évidemment, on a une espérance de vie qui est limitée également pour les mâles, donc plus on va avoir des mâles qui sont vieux, moins on va en avoir, mais plus ils vont être féconds. Okay, donc il faut bien avoir le juste milieu entre la proportion de mâles féconds et le nombre de mâles qu'on va retrouver dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir enclencher des élevages de mâles sur des périodes qui sont précoces pour pouvoir féconder nos reines, notamment tôt en saison, notamment au mois d'avril chez nous, et voire élever des mâles aussi si on veut les élever tard en saison, au mois d'août, au mois de septembre, où on a une baisse de la proportion des mâles dans les colonies, puisque les abeilles commencent la période de l'hivernage et réduisent le nombre de mâles dans les colonies. Donc, on va aussi sécuriser les fécondations en qualité, c'est-à-dire par le choix, là on rentre un petit peu dans la partie sélection, on va choisir les mâles qui vont être autorisés à s'accoupler avec les reines que l'on va produire pour essayer de gagner en qualité, notamment sur la fécondation des reines. Donc là, je suis reparti d'une thèse qui était assez intéressante et qui s'était un peu intéressée aux congrégations de mâles. Donc, en moyenne, dans une congrégation de mâles, on va retrouver à peu près 10 à 11 000 mâles, issus de 240 colonies différentes. 97% des mâles de la congrégation des congrégations qui ont été étudiées dans cet article, dans cette thèse plus exactement, proviennent de colonies qui sont dans un rayon de 3 km. Donc, oui, les mâles peuvent parcourir de grandes distances, 10, 20, 30 km. Maintenant, pour faire ces distances, ils ont besoin de se ravitailler, c'est-à-dire de passer de ruche en ruche pour pouvoir s'alimenter et continuer leur parcours. Un mâle, à l'extérieur d'une colonie, il a une espérance de vie de 15 à 20 minutes, donc un temps de vol qui est relativement court pour parcourir des grandes distances. Donc, s'il n'a pas ces relais, comme le Pony Express, il ne va pas pouvoir s'alimenter, il ne va pas pouvoir parcourir ces grandes distances. Ça s'entend aussi puisqu'il y a un risque de se perdre, il y a un risque de prédation qui fait que il est plus normal d'aller participer à des fécondations sur des colonies qui sont dans des congrégations qui sont proches des colonies mères plutôt d'aller loin. Donc on a dans ces congrégations, on a quand même des mâles qui sont des mâles voisins et où on peut arriver par saturation à augmenter la qualité, à choisir en tout cas, à orienter les mâles qui vont participer à la fécondation de nos colonies. Donc ça, c'est un petit schéma qui explique quand on fait de la sélection comment ça se passe. Donc si je greffe sur une souche que je connais qui a des données de performance qui sont intéressantes pour moi, d'accord, je vais la faire. C'est la reine que je vais élever, elle va se retrouver en bleu, donc elle va être issue d'une souche qui est très intéressante. Et quand je vais la faire se faire féconder avec des mâles sauvages de l'environnement, on va retrouver dans la ruche des ouvrières qui possèdent 50% du patrimoine génétique, donc de la souche de la reine que j'aurai élevée et qui seront d'intérêt en termes de qualité génétique. Et ils vont se retrouver avec 50% de patrimoine génétique issu de ces mâles sauvages, issus de ces congrégations. Donc si on ne fait rien, on ne choisit pas les mâles qui vont venir participer à ces congrégations, on va perdre à chaque génération 50% du patrimoine génétique qu'on aura sélectionné. D'où l'intérêt aussi d'orienter les fécondations en essayant au maximum de saturer l'environnement dans lequel se font féconder les reines que l'on produit. Donc, le progrès génétique, donc en partant de là, si vous voulez, quand on fait de la sélection, l'idée c'est de créer du progrès génétique, c'est-à-dire d'améliorer la génétique de nos abeilles. Donc, si je prends une population d'abeilles standard, elle se répartit selon une courbe de Gauss avec la majorité des... Pardon, je change d'écran pour vous montrer. Hop. Donc, on a la majorité des individus qui sont dans la moyenne. On a des individus qui sont en dessous de la moyenne, ok, et on a les élites, les individus qui sont les plus performants, qui sont moins nombreux et qui se trouvent à droite de la moyenne. Lorsque l'on fait de la sélection,
on va sélectionner les individus les plus performants dans cette population. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'intensité de sélection. L'intensité de sélection, elle dépend de là où on met le curseur, en fait, lorsqu'on fait de la sélection. Plus on va aller vers la droite, plus on va monter en intensité, mais moins on aura de reproducteurs potentiels, si vous voulez. Donc, on va mettre une intensité de sélection pour sélectionner les individus les plus performants. L'idée, c'est que on a un différentiel entre la moyenne des individus que l'on a en performance, entre la moyenne des individus que l'on aura choisi, sélectionnés, et la moyenne de la population de base dans laquelle se trouvent ces individus. Si on ne reproduit donc que ces individus-là, on va décaler la moyenne de la génération suivante. Okay, je prends les meilleurs individus, je les reproduis entre eux, je fais des descendants. Les descendants, en moyenne, auront une performance supérieure à la génération des parents. C'est ce qu'on va appeler le progrès génétique. Voilà, c'est cette différentielle entre ces deux moyennes. Si jamais je ne sélectionne, on va avoir un progrès génétique qui peut être satisfaisant si je sélectionne par la voie maternelle et par la voie paternelle, mâle et voie femelle. Maintenant, si je ne sélectionne que sur l'une des deux voies, maternelle ou paternelle, en général, c'est la maternelle qui est plus simple puisque je greffe sur une souche que je connais et je laisse en fécondation naturelle. Le progrès génétique, bien sûr, il va être inférieur puisque on va sélectionner côté maternel, on va avoir une intensité de sélection côté maternelle. Par contre, on n'aura pas d'intensité de sélection sur la voie paternelle. Donc, en moyenne, l'intensité de sélection sera plus faible et donc le progrès génétique sera également beaucoup plus faible si on ne sélectionne que par la voie maternelle. Donc ça marche, mais c'est plus lent en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc là, c'est pareil, c'est une étude allemande qui montre ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que là, sur la courbe que je vous présente, vous avez l'évolution du progrès génétique sur 100 ans. Voilà, c'est un modèle mathématique qui permet de le représenter. En rouge, vous avez une sélection uniquement par la voie maternelle avec une intensité de sélection de 20%, c'est-à-dire que dans une population, on va sélectionner 20% des individus les plus performants que l'on va sélectionner pour la reproduction, mais uniquement du côté maternel. Ensuite, les reines que l'on va produire à partir de ces individus vont être fécondées naturellement avec les mâles de l'environnement et on va quand même avoir du gain génétique, un progrès génétique qui est schématisé, qui est représenté par cette courbe rouge. Maintenant, si on fait la même chose, on sélectionne 20% 50%, là c'est la courbe pointillée bleue. Sur cette courbe pointillée bleue, on a sélectionné 50% des individus les plus performants et ces 50% les a utilisés et pour la voie mâle et pour la voie femelle. Donc vous voyez une intensité moins forte. Par contre, on a sélectionné sur la voie paternelle et sur la voie maternelle et on voit qu'on a un gain génétique qui est bien plus important que uniquement en sélectionnant 20% des meilleurs individus pour la voie femelle. Et en bleu continu, vous avez une intensité de sélection qui est beaucoup plus forte. On a pris 20% des individus les plus performants pour la voie mâle et pour la voie femelle. Et là, on se retrouve avec cette différence qui est significativement différente au niveau de l'intensité de sélection, mais on a vraiment une différence. On passe un cap, en fait, dès qu'on va sélectionner voie mâle et voie femelle. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que si on sélectionne sur les deux parents, le progrès génétique est quasiment 2 fois plus rapide que si on sélectionne que sur un seul parent. Voilà. Donc d'où l'intérêt de sélectionner également sur la voie paternelle, ce qui est le plus difficile en apiculture, puisque les problèmes sont liés complètement à la biologie de l'abeille, hein, c'est-à-dire les mâles, ils sont à usage unique. Une fois qu'ils ont fécondé une reine, ils meurent, on ne peut pas les réutiliser. Et ensuite, on a les problèmes de polyandrie, de parthénogénèse pour les mâles, sur lesquels on va revenir, etc. Donc, c'est plus compliqué, mais en même temps, on a un progrès qui est vraiment mesurable et qui est vraiment intéressant lorsqu'on fait de la sélection. Donc, quand on veut élever des mâles, bien sûr, il va falloir choisir les ruches dans lesquelles on va poser des cadres à mâles. Donc, de base, on va se dire que si une colonie est intéressante d'un point de vue de ses performances, on peut envisager de poser des cadres à mâles pour produire des mâles et favoriser ces ruches pour
qu'elles soient surreprésentées dans l'environnement et que ça sature l'environnement des zones où on va faire féconder nos rennes. Maintenant, si l'on veut travailler sur pédigré et faire de la sélection un peu plus précise en sélectionnant vraiment les lignées sur lesquelles on va travailler, il va falloir tenir en compte de la génétique de l'abeille et donc de où sont issus les mâles et d'où viennent les gènes qui composent les différents individus. Donc la question, c'est quelle colonie pour produire des mâles dans le cadre d'une sélection génétique, et du coup, on va définir l'impact de la parthénogénèse sur cette problématique. Donc si je prends une colonie issue d'une reine, okay, donc dans une colonie, on a bien la reine et les ouvrières, on a une reine qui est dans sa colonie, dans sa ruche, et donc on a les ouvrières qui vont travailler et aller récupérer du miel, c'est eux qui vont nous donner la douceur, la tendance à l'essaimage, etc. C'est vraiment la performance des ouvrières que l'on vient mesurer. Pourtant, une colonie, elle est souvent toujours représentée, nommée par le nom de sa reine. Sa reine, c'est le couple reine-faux-bourdon qui l'ont fécondé, c'est-à-dire que vous avez la génétique de la reine, la génétique du faux-bourdon. Pour produire des ouvrières, on prend un œuf fécondé par du sperme de faux-bourdon et on a bien la génétique des ouvrières qui donne la performance à cette ruche qui est représentée de cette couleur, si vous voulez, lorsque l'on schématise. Donc, c'est pas la même couleur entre la reine, les faux-bourdons et les ouvrières. La reine donne 50% de son patrimoine génétique aux ouvrières de la ruche. Les autres 50% sont donnés par le mâle. OK ? Donc, c'est bien la performance des ouvrières que l'on vient mesurer lorsque l'on teste une colonie, que l'on évalue les performances d'une colonie. C'est bien cette génétique qui nous intéresse, malgré le fait que sur le toit de la ruche, c'est le nom de la reine qui est mis sur le nom pour identifier la colonie. Donc du coup, si je veux faire des mâles issus de cette colonie, il va falloir que je sache comment faire pour récupérer la génétique des ouvrières qui m'ont donné la performance de la colonie. Donc je reprends ma ruche avec ma reine, mes faux-bourdons qui l'ont fécondée et les ouvrières qui ont récupéré donc, le patrimoine génétique de la reine et des faux-bourdons. On repart sur la définition du coup de la parthénogénèse. Donc la parthénogénèse arénotoque chez les abeilles, ça veut dire que lorsque l'on produit, lorsque les abeilles pondent des mâles, lorsque les reines pondent des mâles, ce sont des œufs non fécondés. C'est-à-dire que les faux-bourdons n'ont pas de père, ok, c'est uniquement le patrimoine génétique de la mère que l'on va retrouver dans les faux-bourdons de la ruche. Du coup, lorsque j'ouvre une ruche et que je retrouve les ouvrières et les faux-bourdons, les ouvrières et les faux-bourdons ne représentent pas la même génétique. Si vous voulez. Les faux-bourdons, ils n'ont que le matériel génétique de la reine, alors que les ouvrières qui me donnent la performance de la colonie sont issues d'un œuf fécondé et donc de la reine et des faux-bourdons. Donc si je prends ces faux-bourdons issus de cette colonie et que c'était cette colonie qui m'intéressait pour l'utiliser en voie paternelle, je ne vais pas exactement retrouver le même patrimoine génétique chez les faux-bourdons qui seront élevés dans cette ruche. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire pour récupérer cette génétique par voie paternelle. Donc comment on fait? La solution, c'est d'abord de faire une fille issue de cette reine. Donc, on va greffer sur cette colonie qui est très intéressante pour faire des filles, ce qu'on va appeler des F1. Enfin, en tout cas, c'est des filles, des reines filles qu'on va faire féconder. Peu importe avec quel patrimoine, peu importe avec quel mâle, parce que les mâles qui seront issus de cette fille, de cette F1, auront bien le même patrimoine génétique que la reine que j'aurai élevée, et donc que les ouvrières qui auront été testées, évaluées dans la ruche initiale. OK ? Je fais des filles à partir de cette reine. Elle a bien le même patrimoine que les ouvrières que j'ai évaluées dans la ruche. Et du coup, c'est bien de cette génétique que je vais faire des mâles pour ensuite pouvoir faire des notations de pédigré et pouvoir contrôler les apparentements entre les différents individus lorsque je fais des contrôles de fécondation. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que je vais produire des F1 sur ma souche pour pouvoir utiliser les mâles en suivant. Donc, les mâles, chez les abeilles, dans une sélection génétique avec suivi de pédigré, les mâles sont élevés par la génération suivante. Donc, on produit d'abord des F1, avec lesquels on fait ensuite des mâles, pour pouvoir
avoir le bon patrimoine génétique que l'on a évalué et donc que l'on souhaite multiplier. Du coup, pour élever des mâles, on va utiliser ce qu'on appelle des ruches à mâles et des banques à mâles. Alors déjà, on va faire un point vocabulaire. Une ruche à mâles, donc une rame, c'est une colonie dans laquelle on va faire élever les mâles. Donc c'est les F1, les fameuses F1 qu'on a vu sur la diapo précédente, dans laquelle on va introduire des cadres à mâles, c'est ce que vous avez en photo là, qui vont nous permettre de produire en abondance des mâles. Comment ils sont constitués, ces cadres à mâles? C'est juste des cadres normaux dans lesquels on vient couper le tiers inférieur pour laisser faciliter la production de mâles par les ouvrières. Le fait de couper ces cadres et de les introduire à des moments clés permet de définir la date de ponte, de choisir la date de ponte et donc de choisir par la suite la date de maturité des mâles. Okay, donc, lorsque l'on souhaite mettre en place des ruches à mâles, on a une date à laquelle on souhaite avoir les mâles qui soient féconds. Alors, soit c'est sur des stations de fécondation, donc on les veut le plus tôt possible dans la saison, soit c'est dans le cadre d'insémination ou de fécondation dirigée. Et là, on veut que ce soit à une date précise dans la saison. On va mettre en place les cadres à mâles avec un rétro-planning aux dates qui nous intéressent pour que les mâles soient féconds à la bonne date. Okay, donc ça, c'est les ruches à mâles, les ruches dans lesquelles on va introduire ces cadres à mâles et qui vont être pondus. C'est dans ces ruches-là qu'on va récupérer que vont être pondus les mâles et élevés jusqu'à au moins l'operculation. Ensuite, on peut produire ce qu'on appelle des banques à mâles. Donc, des banques à mâles, c'est des ruches qui vont être, des colonies qui vont être là pour prendre en charge les mâles une fois l'émergence, une fois qu'ils auront émergé et jusqu'à la maturité sexuelle. En général, les banques à mâles, elles sont produites quasiment exclusivement dans le cadre d'insémination. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de mâles dans une seule ruche qui va nous simplifier le travail pour aller les récupérer et pour pouvoir effectuer les prélèvements de semences lorsqu'on en a besoin pour les inséminations. Donc, c'est des ruches orphelines la plupart du temps dans lesquelles on va mettre 2-3 cadres à mâles issus des ruches à mâles. On va venir les retrouver, ruches orphelines avec beaucoup de population pour bien prendre soin des mâles jusqu'à la maturité sexuelle. Elles sont orphelines pour qu'elles acceptent d'avoir une surreprésentation des mâles, ce qu'elles n'accepteraient pas sur une colonie qui est avec reine fécondée, parce que ça fait beaucoup de bouches à nourrir qui ne participent pas à la recherche de ressources, etc. Donc c'est un poids quand même. En plus, ça consomme énormément des mâles. Donc pour qu'elles acceptent d'avoir autant de mâles dans la colonie, on va les orpheliner. Ok. Donc l'idée, c'est de voir un peu les différentes utilisations des ruches à mâles et des banques à mâles. On va voir comment on constitue une banque à mâles de manière simple et on va voir aussi les rétro-plannings parce que c'est la base de tout lorsque l'on fait de l'élevage, que ce soit de l'élevage de rennes ou de l'élevage de mâles, on s'appuie sur des rétro-plannings pour savoir à quelle date faire élever ces mâles, etc. Et enfin, on verra un ratio combien de rames banque à mâles pour les fécondations et les inséminations. Donc la ponte des mâles, je reprends, on est bien dans BF1 qui sont sélectionnés, donc issus des colonies intéressantes en S0. On fait des filles et on va venir introduire des cadres à mâles dans nos fameuses F1, qui sont bien des demi-sœurs, filles de la souche qui nous intéressent. Donc pour introduire ces cadres à mâles, le plus simple pour qu'ils soient bâtis, pondus le plus rapidement possible, c'est de les mettre en rive du couvain, donc en général entre le couvain et les cadres de réserve. Donc on vient positionner ces cadres dans les différentes F1 au moment où ça nous intéresse pour avoir donc les mâles matures à la date choisie. Une fois que les mâles sont pondus et que même les cadres à mâles sont operculés, on peut les passer en banque à mâles. Donc, une fois que les mâles sont operculés, c'est comme quand on a les rennes qui sont operculées, on n'a plus besoin que d'une couveuse, donc maintien de température et d'hygrométrie pour qu'ils finissent de se développer et qu'ils atteignent l'émergence. Donc, on peut les passer en éleveuses. Ces éleveuses, c'est des banques à mâles pour les mâles. Donc, on va venir regrouper nos cadres à mâles, donc issus de la même lignée, c'est-à-dire que ce sont bien les cadres à mâles qui sont dans une banque à mâles, ils sont bien issus de F1 qui sont des demi-sœurs, donc qui représentent bien la génération au-dessus, la F0 que j'ai choisie en lignée paternelle. Et donc là, je vais faire un essaim assez gros, conséquent, en intercalant mes cadres à mâles qui sont représentés en noir ici, avec des cadres de couvain et évidemment des cadres de réserve pour pouvoir nourrir tout le monde.
Là, on va faire un essaim nu, sans abeilles, qu'on va venir superposer au-dessus d'une ruche qui est très populeuse parce qu'on a besoin de quand même beaucoup d'abeilles pour prendre soin de tous ces mâles qui vont émerger, donc tous en même temps. Donc, on vient venir superposer cette banque à mâles au-dessus d'une colonie populeuse, bien sûr avec une grille à reine pour éviter de récupérer la reine et pour éviter de récupérer les mâles de cette colonie qui ne nous intéressent pas d'un point de vue génétique. Une fois que c'est superposé, on peut attendre quelques jours pour arracher du coup cette banque à mâles et pouvoir la déplacer sur un autre site. Donc, on peut la laisser en superposé, ça marche jusqu'au moment de l'insémination, enfin du prélèvement de semences en tout cas, ou alors on peut l'arracher et la positionner à l'ombre. Là, on a des mâles, donc on l'amène à plus de 3 km pour garder les butineuses. Là, l'idée, c'est d'éviter que les mâles, une fois qu'ils vont émerger, ils vont attendre 10 jours, 15 jours pour être matures sexuellement. Une fois qu'ils sont matures sexuellement, ils vont avoir envie de sortir de la ruche pour aller participer aux congrégations de mâles et aux fécondations des ruches. Donc, pour éviter qu'ils sortent et qu'on les stocke à l'intérieur de la banque à mâles qui reste à disposition pour l'insémination, on va les claustrer dans cette ruche en positionner une grille à reine, donc entre le corps de ruche et une hausse qu'on aura mis sur le fond de ruche pour pouvoir isoler, empêcher les mâles de sortir. Et en plus, on les éloigne de la lumière, ce qui va les éviter de les stresser, de les motiver à sortir. Cette ruche, on va la mettre à l'ombre au maximum pour éviter que justement elle soit motivée à sortir, puisque c'est vraiment la lumière qui va avoir un effet de motivation sur la ruche. Donc là, vous avez un exemple de banque qui est en train de se constituer. Donc, vous voyez, on la laisse en général quelques jours superposée. Ça permet de récupérer des ouvrières, des nourrices qui émergent de la partie de la ruche où il y a encore la reine en ponte. Donc ça, c'est assez pratique au niveau des ressources. On a vraiment des rentrées de ressources qui sont pratiques. Et une fois qu'on arrive la veille de l'insémination, par exemple, on vient récupérer notre banque que l'on constitue, on l'amène sur le site où on va venir faire les prélèvements. C'est une des solutions. Mais dès que c'est constitué, on peut l'arracher, la maintenir. Pardon. Bien sûr, il faut faire attention aux ressources. Les mâles, ils ont besoin de sucre, notamment lorsqu'ils émergent une fois qu'ils sont matures sexuellement. Donc, on n'hésite pas à les stimuler. La stimulation, ça permet de nourrir les mâles, les abeilles, et aussi de garder une motivation aux abeilles pour entretenir les mâles et pas les éliminer, parce que si on a un stress de bouffe à ce moment-là, elles vont avoir tendance à éliminer les mâles. Donc, on prend bien soin d'une banque une fois que les mâles ont émergé, hein, et même avant. En tout cas, au niveau de la ressource, il faut toujours prendre soin des ruches à mâles et des banques à mâles lorsque l'on constitue des mâles, puisque ça demande beaucoup de ressources en termes de nutrition. Donc la gestion d'une banque, il faut faire attention au calendrier entre la ponte et l'émergence et même la maturité sexuelle. Je vous l'ai dit, on maintient à l'ombre pour éviter de stimuler les mâles qui aient envie de sortir pour aller féconder les reines. Et si besoin, on nourrit tous les 3 jours. Évidemment, s'il y a des mielées à ce moment-là conséquentes qui permettent d'entretenir les ruches, on n'a pas besoin de nourrir. Par contre, si on a des problèmes de famine, des stress sur la ressource, là, on va venir nourrir avec du sirop dilué pour vraiment maintenir la motivation des abeilles à prendre soin des mâles et à nourrir les mâles. Éventuellement, si jamais vous arrachez la banque une semaine ou 2 avant l'insémination, on peut remettre des cadres de couvent ouverts. Ça permet de renouveler les générations d'abeilles et ça permet aussi de maintenir la motivation des abeilles à nourrir les mâles et à nourrir en leur donnant des larves à nourrir. Donc, pour rappel, on va parler calendrier maintenant. Donc, je vous mets un petit rappel sur le développement d'un mâle. Donc, il se passe bien 10 jours entre la ponte d'un mâle et son operculation, et ensuite 24 jours entre la ponte des mâles et l'émergence des faux bronzes. Du coup, au niveau du rétroplanning, quand on fait des fécondations contrôlées sur site isolé ou alors que l'on fait des inséminations, on part toujours de la date qui nous intéresse, c'est-à-dire la date de fécondation. Donc, on va mettre en place la date de fécondation en sachant que les mâles sont matures, disons, au bout de 15 jours après émergence, grosso modo, et pendant 15 jours. Donc, on a une maturité sexuelle des mâles qui va durer une quinzaine de jours. Notre J0, ça va être le pic de maturité sexuelle des mâles. OK ?
Du coup, il se passe 21 jours entre l'émergence et la maturité sexuelle des mâles. Je vous l'ai dit, les mâles ils sont matures au bout de 15 jours et pendant 15 jours, ce qui fait que le maximum de maturité sexuelle des mâles se trouve 3 semaines après l'émergence. Donc, quand on fait de l'insémination, typiquement, on va essayer d'avoir des mâles qui ont émergé 21 jours avant. C'est pour ça que l'émergence, c'est 21 jours avant l'insémination ou le prélèvement de semences. Si l'émergence est à 21 jours avant la maturité sexuelle, la ponte des mâles aura lieu 45 jours avant cette date de fécondation, puisqu'on aura bien 24 jours jusqu'à l'émergence, puis 21 jours jusqu'à la fécondation. 24 plus 21, 45 jours. Donc la ponte des mâles se fait dans le rétroplanning 45 jours avant la date de votre insection ou de votre fécondation. Du coup, on va introduire les fameux cadres à mâles 3-4 jours avant, puisqu'il faut le temps aux abeilles de le bâtir les cadres et de les pondre. Donc on prend toujours 2-3 jours de marge pour pouvoir laisser le temps aux abeilles de bâtir ces cadres. Du coup, en amont de cette introduction de cadre, on va venir stimuler les ruches à mâles, donc celles qui vont pondre des mâles, puisqu'il faut que les abeilles soient suffisamment, faut que les colonies soient suffisamment développées, que les abeilles ne soient pas carencées, qu'elles acceptent de bâtir ces cadres et qu'elles acceptent de pondre, qu'elles acceptent la ponte de ces mâles et qu'elles soient suffisamment en forme pour les nourrir jusqu'à l'operculation, enfin en prendre soin au maximum jusqu'à ce qu'ils soient operculés et pondus. Donc, en cas de manque de ressources ou en cas de tout début de saison, on vient stimuler ces colonies. Alors, on le verra après sur les besoins des mâles, mais on va venir les stimuler en sucre et en protéines. L'operculation de ces cadres à mâles se fait 10 jours après la ponte, donc on est bien à J-35, ce qui nous permet, entre l'operculation et l'émergence des mâles, de former les fameuses banques. Okay, si on vient après l'émergence, il sera trop tard, on ne saura plus qui est qui, on ne sera plus certain de l'origine des mâles. Et si on vient avant l'operculation, c'est fragile et en plus, il vaut mieux laisser aux rames le soin d'aller jusqu'à l'émergence si les colonies sont dans de bonnes conditions. Donc, on vient former les banques pendant cette période-là. Évidemment, une fois que les banques sont formées, c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient les stimuler en fonction des ressources extérieures pour maintenir la motivation des abeilles à prendre soin de ces mâles. Donc ensuite, on vient synchroniser l'élevage des mâles et l'élevage des reines. Lorsque l'on veut faire une fécondation, on a besoin de reines vierges également. Donc, là, en vert foncé, vous avez le planning pour les mâles qu'on vient de définir. Là, on vient synchroniser avec l'élevage des reines. On a les reines qui vont être matures une dizaine de jours, notamment pour l'insémination, pour une dizaine de jours entre l'émergence et la maturité sexuelle des reines. Du coup, on va avoir une naissance des reines qui va se faire 10 jours avant la fécondation et du coup un greffage 11 jours avant l'émergence. Du coup, on va avoir un greffage qui se fait 21 jours avant la fécondation, ce qui correspond à la naissance des mâles. Le greffage et la naissance des mâles, en général, sont synchronisés sur un rétroplanning d'insémination, par exemple. Voilà. Donc, combien de banques à mâles, de ruches à mâles pour féconder les reines? Donc, d'abord, pour une IA, pour une insémination artificielle, c'est vraiment le niveau le plus faible que l'on peut avoir, c'est 15 reines qui vont être fécondées par banque à mâles. Dans une banque à mâles, on a 3 cadres à mâles. On va estimer que si vraiment les cadres sont peu pondus ou de peu de qualité, on va pouvoir faire 5 reines par cadre à mâles. Du coup, une quinzaine de reines par banque à mâles. Et quand tout va bien, que les cadres ont été vraiment bien pondus, qu'il y a de la quantité et qu'en plus il y a de la qualité, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de maturité des mâles qui est vraiment impressionnant, très intéressant, 90-95% de mâles matures, on peut monter à 60-70 reines inséminées par banque à mâles. Voilà. Donc ça vous donne une fourchette en fonction des conditions de réussite de votre banque. Pour les fécondations dirigées, contrôlées sur site isolé, on va plutôt être entre 20 et 30 reines par ruche à mâle. En général, c'est des ruches à mâle que l'on va transhumer sur ces sites-là. Et là, on va prendre en compte entre 20 et 30 reines par ruche à mâle. Il faut savoir que plus on en met, plus on va avoir de reines
par ruche à mâle, c'est-à-dire que si on place 100 nuques sur un site, on peut estimer, 100 ruches, on peut avoir 6, normalement avec ces ratios-là, 5-6 ruches à mâle serait suffisant. Moi, je conseille toujours de jamais avoir moins de 10 ruches à mâle sur un site de fécondation isolé parce qu'il faut avoir cette saturation qui est importante. Donc 10 ruches à mâle pour 100 reines fécondées, on est plutôt sur du 10 reines par ruche à mâle. Par contre, si on en a 30 ruches à mâle sur un site, là, rien n'empêche d'en mettre 300, 400 et du coup avoir beaucoup plus beaucoup plus de reines par ruche à mâle parce qu'on arrive à saturer, on a un effet saturation. Ok, c'est pas si on veut féconder une trentaine de reines, on ne met pas qu'une seule ruche à mâle, ok, on va en mettre plutôt 6-7 pour essayer justement de saturer cet environnement. Mais sinon, le ratio est bon quand on a une dizaine, une quinzaine de ruches à mâle, on a bien ce ratio-là qu'on va avoir sur les sites. Ok, donc là, on va passer sur le dernier chapitre de notre présentation. L'idée, c'est de parler un peu quels sont l'impact de l'environnement, des pathologies, etc., sur la qualité des mâles que l'on va produire. Hop, donc on va parler environnement, on va parler nutrition, etc. Donc là, on va d'abord la nutrition. Ok, donc là, on va voir que là, c'est une étude pareille québécoise. C'est la même équipe au Québec qui a travaillé sur cette partie-là. Donc, ce qu'ils ont mis en évidence, en fait, sur cet article, c'est que des abeilles, notamment des ruches à mâles nourries en protéines, vont permettre d'améliorer les qualités de reproduction d'un mâle, que ce soit au niveau de leur poids, de leur taille de thorax, de ce qu'ils appellent l'index abdominal, c'est-à-dire la taille de l'abdomen. Ensuite, ils ont travaillé également sur le volume de semences, la densité de spermatozoïdes dans la semence et le nombre de spermatozoïdes par mâle. Et ensuite, ils ont fini sur la viabilité. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en moyenne, un mâle qui va être nourri, enfin des ruches à mâles qui vont être stimulées notamment en protéines et également en sucre, vont maximiser la qualité des mâles. Ça s'entend parce que les mâles, ils ont besoin de 3 fois plus de protéines, de 3 fois plus de pollen pour se développer qu'une ouvrière. Okay, donc, si on a la moindre carence, que ce soit en quantité ou en qualité de protéines que l'on va retrouver dans l'univers de la ruche, on va avoir un impact sur la qualité des mâles, puisque et d'abord sur les ruches à mâles, sur les F1 qui vont les pondre, puisque les mâles, leur spermatogénèse, la production de la semence se fait déjà au stade nymphal, au stade larval. Du coup, on a un besoin de stimuler, enfin en tout cas d'éviter les carences en protéines au niveau des ruches à mâles dès leur pont. Donc, il faut, quand on met en place des cadres à mâles, on a toujours une réflexion sur les ressources en protéines que l'on va retrouver. Si on est en plein milieu du printemps, qu'il y a beaucoup de diversité floristique et qu'on voit dans les ruches qu'il y a des rentrées de pain d'abeilles et surtout des diversités de pain d'abeilles, on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, si on est dans des périodes où c'est plus compliqué, où il y a un manque de pollen ou alors qu'il y a un manque de diversité de pollen, c'est moi que les cadres ils sont monocouleurs, monochrome, là, on va plutôt avoir tendance à les stimuler, à les supplémenter pour éviter ces problèmes de carence. Et une fois qu'on est dans les banques à mâles, là, on va plutôt stimuler au sucre, puisque là, il faut vraiment, les faux bourdons, ils ont besoin de sucre pour pouvoir participer à la fécondation, se maintenir en forme, maintenir la température, etc. Donc, les protéines sur les ruches à mâles, avant la ponte et pendant l'élevage des mâles, et le sucre pour les banques une fois que les mâles ont émergé. Le varroa a un impact très important sur la qualité des mâles. Donc là, je vais ressortir un article scientifique qui date de 2002. Vous avez une population de mâles qui n'ont pas été parasités par du varroa, une population de mâles qui a été parasitée par une femelle varroa et des mâles qui ont été piqués, parasités par 2 varroas. Donc on voit l'impact déjà sur le nombre de spermatozoïdes lorsqu'un mâle a été infesté par un varroa dans la cellule, on a 24% de spermatozoïdes en moins.
lorsqu'on est à 2 varrois sur le couvain de mâle, on a les vols de fécondation qui sont 70% inférieurs à des mâles qui n'ont pas été parasités, et on a un nombre de spermatozoïdes par mâle qui est quasiment diminué de moitié. Donc ça veut dire que dès qu'un mâle est piqué par un varroa, il est quasiment entièrement fécond. On a un impact de 30 à 40% sur la fécondité des mâles. Et dès qu'il est piqué par 2 varrois, on est directement à 50% de fécondité en moins. Et en plus, ils ont moins de puissance de vol. Ils volent moins longtemps, etc. Donc, c'est très impactant en termes de qualité des mâles lorsque l'on a un impact varroa. Donc, quand l'on met en place des ruchers à mâles, évidemment, la première étape avant de poser les cadres à mâles, c'est de faire des dépistages de ces colonies pour voir qu'on est bien sur des seuils qui sont relativement bas. Et lorsque l'on souhaite faire des mâles en fin de saison, notamment pour féconder des reines en août-septembre, donc ce qu'on va appeler vraiment la fin de saison, c'est des mâles qui devraient être pondus début juillet, si vous reprenez le rétroplanning. Il y a des mâles pondus début juillet sur des ruches qui n'auront pas été spécialement traitées pour être indemnes de varroa à ce moment-là. On va avoir des charges en varroa qui commencent à être importantes et un impact vraiment fort sur la qualité des mâles que vous allez produire. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des ruches dédiées pour la production de ces mâles pour la fin de saison et des ruches qui auront été traitées en cours de saison justement pour ramener les taux de varroa suffisamment bas pour qu'il y ait un impact très faible sur la qualité des mâles que vous allez produire. Il y a un effet de la température aussi sur la qualité de la semence. Donc là, vous avez donc c'est Pétis qui a publié en 2016 un article sur l'impact de la température sur la qualité de la semence. Vous avez 2 températures d'études, une à 4 degrés, une à 40 degrés. On voit que l'impact est le même en fait. Vous avez une diminution de la viabilité des spermatozoïdes de l'ordre de 70. On passe en dessous de 30% de taux de viabilité en quelques heures si la semence est conservée à des températures si basse. Comment ça se passe en vrai? Comment on peut avoir des températures aussi importantes que ça ou si basses que ça sur les spermatozoïdes? Il faut savoir que même une fois que la reine est fécondée et que la semence est dans la spermathèque, si elle est impactée par la température, elle va se détériorer. Donc, lorsque vous expédiez des reines, par exemple, dans des petites cagettes avec 5 accompagnatrices, si, par exemple, le colis passe la nuit dans le camion du livreur et qu'il fait très froid parce qu'on est au mois d'avril ou mai et que les nuits sont fraîches, vous allez impacter la qualité des reines parce que vous allez détériorer la semence qui est dans la spermathèque. Et de la même manière, si on est en période de canicule ou si vos ruches, elles n'arrivent pas à ventiler, que les colonies sont trop petites, ou alors que vous expédiez des reines et que, pareil, on est dans la voiture du livreur et que les reines sont exposées à des températures très importantes, on va également impacter la qualité des reines parce qu'on va détériorer la semence qui est présente dans la spermathèque. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir lorsque l'on expédie des reines, que on met en place des ruchers, etc. et que enfin voilà, c'est vraiment, faut vraiment faire attention à cet effet-là. Ou alors quand on insémine, des fois on se retrouve dans des locaux qui sont pas climatisés en période de canicule, c'est pareil, la semence elle peut monter très vite en température et ça a un impact sur la qualité des reines derrière. Les virus, bon, je passe rapidement dessus, mais bon, il faut savoir que des mâles qui sont virusés, où il y a de la virose présente dans les colonies qui les auront élevées, vont impacter la viabilité de la semence de ces différents mâles. Donc là, en plus, il y a un lien avec la température, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, oui, des colonies qui sont impactées par des virus vont perdre en viabilité, en motilité, etc. Donc, on aura de la semence de moins bonne qualité. On fait le lien avec le varroa hein, quand on parle de virus. Une colonie chargée en varroa va être chargée en virose et du coup, on va impacter la qualité des mâles. Très rapidement, comment on fait pour élever des mâles en vue d'une fécondation contrôlée? Quels sont vraiment les petits facteurs clés qui permettent d'assurer la fécondation et l'origine des mâles? Alors d'abord, pour les FD, on pose des grilles à mâles sur les nuques. Donc là, vous voyez qu'on est sur un site de fécondation contrôlée.
On a les nuques qui sont posées au sol et qui accueillent les reines vierges. On a les ruches à mâles qui sont un peu plus loin. Bah, sur tous les nuques que l'on va mettre en place sur ces sites de fécondation contrôlée, on va mettre en place des grilles à mâles, ce qui va empêcher les mâles qui peuvent potentiellement être présents dans les nuques de sortir pour participer aux fécondations, puisque ces mâles ne seront pas été sélectionnés. Par contre, la grille à mâles, elle laisse passer la reine. Hein. Ça se joue à quelques millimètres. Donc là, les mâles ne passent pas, les reines passent. Donc ça sécurise les sites de fécondation contrôlée. Voilà. Ensuite, pour les inséminations, on préconise du coup de faire des vols de propreté la veille. Donc, on met en place des cages de vol au-dessus des bancs à mâles, ce qui permet aux mâles de pouvoir faire leur déjection avant de participer de partir sur les prélèvements. Ça sécurise l'hygiène du prélèvement lors des inséminations, puisque le risque infectieux il est prépondérant lorsqu'on fait des inséminations et c'est l'un des facteurs qui fait que vous avez une insémination qui est réussie ou des reines qui vont mourir rapidement après l'insémination. Donc ensuite, on vient collecter les mâles dans les ruches à mâles pour les inséminations. Alors le matin, c'est assez marrant, mais ils volent pas du tout. Donc on peut venir récupérer, sortir les cadres des ruches à mâles et récupérer les mâles directement sur les cadres, ou alors l'après-midi, lorsque là ils vont vouloir sortir pour faire des fécondations, on va pouvoir mettre des cages, pareil que pour les vols de propreté, pour pouvoir aller les chercher. Donc là, c'est une récupération à la main des mâles dans les ruches à mâles. Donc on voit qu'on a des cadres qui sont quasiment recouverts de mâles. Donc là, il faut bien anticiper la ressource pour éviter que ça meure de faim. Mais là, on peut venir récupérer directement les mâles à la main, ou alors l'après-midi. Pareil que tout à l'heure, hein, on est sur des grilles à reines qui permettent de laisser sortir les abeilles et de stocker les mâles pour pouvoir les récupérer pour les différentes inséminations. Voilà pour la partie très concrète de l'insémination et de la fécondation dirigée. Et ensuite, on a aussi des moyens, des méthodes analytiques pour contrôler la qualité de la semence des mâles une fois que les prélèvements sont faits, typiquement en insémination. Donc d'abord, c'est de l'hygiène au laboratoire hein, pour éviter de contaminer la semence, notamment lors du prélèvement et lors des inséminations. Donc, grosse hygiène au laboratoire lorsque l'on fait les inséminations. Et on a d'autres analyses qui nous permettent de contrôler la qualité de la semence a posteriori. Ces deux analyses qui peuvent être mises plus ou moins en routine, c'est la viabilité et la motilité. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est contrôler en post-fécondation sur les reines qui ont échoué, par exemple, qui sont mortes dans les nuques ou ce genre de choses. On va pouvoir les autopsier, les disséquer pour voir s'il n'y a pas des choses qui expliqueraient le fait que la reine n'ait pas marché en fécondation. Donc on contrôle la ponte et ensuite on vient disséquer éventuellement les reines qui sont mortes. On vient récupérer la spermathèque pour voir si elle était remplie ou si elle était vide. On peut voir aussi des traces dans les oviducts de mucus qui font que la fécondation s'est mal passée en post-insémination. Au niveau de la viabilité, donc la viabilité, la définition, c'est la proportion de spermatozoïdes vivants dans la semence. Donc comment on fait? En fait, on fait une analyse colorimétrique, on met des colorants dans la semence une fois qu'elle est diluée et on la passe sous microscope à fluorescence et du coup, ça permet de faire ressortir les spermatozoïdes qui fuient, en fait, qui apparaissent en rouge et qui sont donc morts, des spermatozoïdes qui ont une membrane intègre qui fait qu'il n'y a pas de chute du spermatozoïde écoulé en vie. Donc là, ça nous permet d'avoir un pourcentage de spermatozoïdes qui sont viables. Donc ça, c'est au moment du prélèvement de semences qu'on peut faire ce type d'analyse. La deuxième analyse qui peut être faite, c'est la motilité. Ça, c'est un peu plus simple à faire. Pareil, on fait un prélèvement de semences, on fait une dilution de cette semence. La motilité, c'est la mesure de la capacité d'un spermatozoïde à se déplacer. Okay, s'il est immobile et qu'il a du mal à se déplacer, il n'ira pas féconder des ovules. Donc, c'est pour ça qu'on mesure cette motilité. C'est la même chose chez les êtres humains. Comment on fait? On fait une dilution. Et en fait, ensuite, on fait une observation au microscope à contraste de phase. Donc, c'est la photo que vous avez en arrière-plan. Et en vidéo, ça donne ça.
Donc l'idée pour les spermatozoïdes d'abeilles, en fait, c'est qu'ils soient circulaires. S'ils sont allongés, c'est qu'en général, ils sont morts. Donc il faut qu'ils soient circulaires et qui vibrent. Voilà. S'ils sont circulaires et qui vibrent, ils ont une bonne motilité au niveau des spermatozoïdes d'abeilles. Parce que vous voyez, les spermatozoïdes d'abeilles, ils sont très allongés. On dirait vraiment des spaghettis. Donc voilà, pour se déplacer, ils effectuent des vibrations. Donc voilà, un peu les analyses que l'on peut avoir pour mesurer la qualité de la semence des fous. Bon, je passe rapidement là-dessus. C'est une relation entre la longévité de la reine et la viabilité de la reine. En fait, dans cette étude, ils ont mesuré la- le pourcentage de spermatozoïdes en vie lorsqu'ils inséminaient avec du sperme qui était pas viable en fait. Ils ont pris du sperme pas viable qu'ils ont mélangé avec du sperme viable. Voilà, donc là en bas vous avez le pourcentage de semences qui étaient fraîches lors de l'insémination. Et ensuite ils ont été regardés dans la spermathèque le pourcentage de spermatozoïdes qui étaient en vie. Ok, et on voit qu'en fait on mesure en fait la migration des spermatozoïdes de l'oviducte médian vers la spermathèque. Donc on voit qu'on a plus on insémine avec de la semence en vie, meilleure sera la qualité de la semence. Donc ça a un impact ensuite sur la durée de vie des abeilles. Et on voit que de la semence naturelle, on a autant potentiellement, on a un impact de la qualité de la semence sur la durée de vie des abeilles. Voilà. C'est ce qui a été mesuré dans cet article. Donc, évidemment, c'est tout l'intérêt de maintenir une qualité de semence et donc de favoriser l'élevage de vos mâles pour avoir des mâles qui sont dans de bonnes conditions, qui soient performants pour pouvoir féconder vos reines, pour pouvoir avoir une qualité de la reine derrière dans vos colonies. Donc, en conclusion, si je reprends tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui, élever des mâles, ça permet de sécuriser ces fécondations en quantité et en qualité, hein, en dirigeant aussi, lorsque l'on fait des saturations, en autorisant les colonies les plus performantes à se reproduire, notamment par la voie mâle. Ça permet de faire une sélection de la voie paternelle sur le contrôle des fécondations et de travailler en pédigré lorsqu'on le souhaite. Comme tout élevage, et notamment les élevages de rennes, ils s'appuient sur un calendrier rigoureux. Il faut faire attention aux facteurs impactants, mais ça, on l'a vu sur les dernières diapos, que ce soit les pathologies, et notamment le varroa, la nutrition et la température, qui va avoir un impact très délétère sur la colonie. Et évidemment, l'environnement, on a peu parlé de ça, mais évidemment que les pesticides ont un impact sur la qualité de la semence des faux bourdons. Donc, élever des mâles sur des champs de colza qui sont en plein traitement, ça pose des problèmes. Et donc, tout ça, l'objectif, c'est d'avoir des super faux bourdons pour féconder vos reines. Voilà, j'espère que ça répond, en tout cas en partie, à des questions que vous posez sur l'élevage de mâles. Ce webinaire, c'était vraiment une introduction sur les élevages de mâles. Si vous voulez plus d'informations, vous aurez vous avez accès à nos formations qui sont dédiées à l'élevage de mâles. On passe une journée complète à parler de l'élevage de mâles. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un peu les dates sur des formations que nous proposons. Et puis, vous pouvez nous poser des questions et nous contacter par les différents moyens, mail, téléphone, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis à très bientôt, je l'espère. Au revoir.